Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, condition de Clédou, bonjour et bienvenue. Très bon réveil à vous, une grande chance et surtout soyez parmi les heureux et les élus de ce matin. Ce matin, c'est lundi, 14 janvier de l'an 2019. Il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Le second s'appelle Bakary Sekou Cissé, il vient de Ségou, il va présenter le journal. Bakary, bonjour, bienvenue et très bonne semaine. Et merci Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler des logements sociaux de Boukouni. Le ministre donc était à Boukouni pour remettre 15 clés aux bénéficiaires. Voilà, donc il s'agit de Mohamed Moustapha Sidibé. Notre envoyé spécial à Boukouni, Arounaba, nous donnera des précisions. Nous parlons également de la révision de la Constitution du 25 février 1992. Donc c'était en tout cas des premières assises des partis politiques de la majorité présidentielle et PM veut apporter sa contribution à la prochaine révision constitutionnelle. Kassim Traoré nous donnera d'amples informations. Et puis la commune rurale de Seboukou à Ségou a réputé le week-end le camp de jeunes Paix et Plus et la réunie plus de 100 jeunes venus des 12 communes de la région de Ségou. Nous retrouvons sur place Douba Dambélé, notre correspondant dans la localité. Dans la rubrique invitée, nous allons recevoir aujourd'hui Chérif Bassidiki Aïdara face à l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Mali. Le groupement des ferrailleurs du Mali est en colère et dénonce le décret pris par la direction du commerce et de la concurrence. Vous l'attendrez à la fin de cette édition. Il sera interrogé par Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition, l'édition de 7h de Clédou. Il est exactement 7h passées de 2 minutes dans notre studio. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 janvier 2018. Je le disais tantôt, les logements sociaux de Boukouni est mis à la disposition des bénéficiaires. La cérémonie de remise symbolique des clés s'est tenue, c'était le samedi dernier, dans la cité du Bani Mounouché. Au total, 15 clés ont été remises par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali, Mohamed Moustapha Sidibé. Les points avec notre envoyé spécial à Boukouni. Après un quart de siècle d'exercice démocratique, la loi fondamentale du Mali a besoin d'être révisée. D'où cette initiative. Alors, nous allons retrouver Kassim tout à l'heure, donc après donc le logement sociaux de Boukouni. Voilà, donc je le disais tantôt, les logements sociaux donc de Boukouni mis à la disposition des bénéficiaires. La cérémonie de remise, donc la cérémonie de remise. Alors, la cérémonie des remises donc a eu lieu, c'était le week-end dernier. Notre envoyé spécial Arounaba revient donc sur cette cérémonie. Alors, donc nous allons retrouver, donc voilà, avec des problèmes techniques, on va essayer de retrouver Arounaba. Alors, retrouvons maintenant Arounaba. Le festival Vivre Ensemble, c'est le festival de Tombouctou qui est né des populations, qui vit des populations et qui se tient à Tombouctou. Concernant ce festival, nous avons beaucoup de choses qu'on menit. Et pour l'édition 2019, qui est la 3e édition, nous avons des innovations qui sont nombreuses en diverses rubriques qui profitent aux populations, qui sont des activités humanitaires pendant le festival. Durant ce festival, nous avons des conférences débats, nous avons de la prestation musicale, nous avons des forts commerciales pour faire profiter l'économie locale, nous avons des matchs de football, nous avons de la visite guidée pour revivre un peu ce que nous vivons avec les touristes, pour redonner vie à nos riz et donner vie à Tombouctou par rapport à tout ce qu'il avait connu par le passé. Donc les innovations pour cette année, nous comptons quand même faire une large assistance humanitaire pour les populations. Pour cette année, il y aura de la distribution des vivres pour 200 familles, il y aura des consultations et des médicaments gratuits pour 100 personnes. Il y aura encore 20 jeunes qui seront appuyés dans l'insertion professionnelle de l'emploi. Il y aura encore des plaintes qui seront plantées vers le milieu désertique qui vont voir de nouvelles plantations.
Voilà, donc, tous nos excuses, voilà, beaucoup de problèmes techniques ce matin. Nous allons donc retrouver Kassim Traoré tout à l'heure. Je parlais de la révision de la Constitution du 25 février 1992. C'était donc les premières assises des partis politiques de la majorité présidentielle. L'EPM avait apporté sa contribution donc à la prochaine révision constitutionnelle, d'où la tenue de ces assises. La rencontre a eu lieu au crèche de Badalaboukou le week-end dernier. Les précisions avec Kassim Traoré. Ce camp des jeunes qui s'est déroulé pendant 3 jours à l'école fondamentale de Sébougou a permis à la centaine de participants de voir comment ils peuvent être actifs dans la consolidation de la paix dans la région de Ségou. Adam Diko, présidente de l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD. Le Mali, notre patrimoine commun, traverse une crise profonde depuis 2012. Le foyer de tension qui était jadis localisé au nord s'est étendu dans les régions du centre. Et une grande partie de la région de Ségou est affectée aujourd'hui. C'est dans le souci d'assurer la participation effective des jeunes dans le processus que le projet des jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale a vu le jour. Le camp des jeunes, dénommé Paix et Plus, s'inscrit en droite ligne de cet idéal dont l'objectif principal est de renforcer la participation active des jeunes dans la consolidation de la paix et la réconciliation au Mali. Une initiative d'implication des jeunes au processus de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Initiative saluée par les autorités administratives de Ségou, Abou Dao, sous-préfet de Ségou. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé entre le Mali et les mouvements armés qui constituent une bonne base pour le retour définitif de la paix connaît aujourd'hui des difficultés de mise en œuvre. De nos jours, il apparut nécessaire la prise en compte d'un acteur fondamental, les jeunes, composante essentielle de la population malienne. C'est en cela que je justifie cet appui des partenaires internationaux. Au cours du camp de Ségou, les leaders communautaires et religieux de Ségou ont développé les concepts de la paix et de la cohésion sociale, leur importance dans la cohabitation et la consolidation des actions de paix. Il faut noter que le camp se tiendra très bientôt dans la région de Mopti, la deuxième région d'intervention du projet Peace Building de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Alors, merci. Et décide-moi, donc là, problème de classement dans ce journal. C'était donc Douba Dambélé, notre correspondant Ségou, qui parlait donc de quand Jeunes Paix et Plus. Donc la commune rurale de Sébougou avait abrité le week-end donc ce camp qui a réuni 100 jeunes venus de 12 communes de la région de Ségou. C'était les précisions avec Douba Dambélé. Et si on maintenant de retrouver Kassim Traoré avec la révision de la Constitution du 25 février 1992, je le disais, donc c'était les premières assises des partis politiques de la majorité présidentielle. EPM avait apporté sa contribution à la prochaine révision constitutionnelle, d'où la tenue de ces assises. La rencontre a eu lieu au crèche de Badalaboukou. C'était le week-end dernier. Après un quart de siècle d'exercice démocratique, la loi fondamentale du Mali a besoin d'être révisée. D'où cette initiative des partis de la majorité présidentielle. Plus qu'une préoccupation malienne, la communauté internationale s'est également saisie de la question à travers le pacte signé entre le Mali et les Nations Unies. Et c'est à juste titre que la matrice contenant les termes de référence de nos travaux me paraît assez explicite. Il s'agira pour vous d'adopter une approche consensuelle et inclusive, mettant plus l'accent sur la dimension politique de cette réforme constitutionnelle plutôt que sur des aspects techniques, de façon à surmonter les blocages psychologiques existants entre certains acteurs de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Lassine Bouaré, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Les relations entre les accords politiques et les constitutions constituent un sujet d'actualité et dont la solution demande souvent de l'imagination. Imagination dans des cas où les constitutions s'enrichissent des dispositions des accords politiques et imagination dans des cas où les dispositions des accords politiques, des compromis politiques devenus obsolètes ne méritent pas d'être reconduites éventuellement dans des constitutions qui ont la particularité d'avoir une certaine durée. L'occasion était toute bonne pour le Premier ministre de dévoiler la mise en place prochaine du comité d'experts. Dans les jours à venir, je vais reprendre les consultations avec les différents regroupements politiques et différentes entités aussi de la société civile pour voir quel est le format et le cadre de dialogue politique
que nous pourrions mettre en place de manière à aboutir à l'élaboration d'un texte qui fait consensus. Les différents acteurs pourraient se rencontrer dans un cadre et sur une durée déterminée, assister du comité d'experts que nous allons mettre en place pour qu'après ce comité d'experts traduise dans les termes appropriés les consensus qui vont se dégager. Bokari Treta, président de l'Ensemble pour la majorité présidentielle. Pour notre part, parti membre de la coalition, la majorité présidentielle, nous allons surtout nous engager à donner du rythme, à faire en sorte que les engagements pris par le gouvernement, notamment son engagement à organiser le référendum constitutionnel au mois de mars et les élections législatives au mois de mai, soient une réalité. En plus des acteurs de la société civile et des partis politiques, des partenaires du Mali comme la MINUSMA et l'Union africaine ont pris part à ces travaux. Alors, merci Kassim Traoré. Retrouvons à présent Ronaba, notre envoyé spécial à Bougouni, où les logements sociaux de la localité ont été mis à la disposition des bénéficiaires. La cérémonie donc de remise symbolique des clés s'était tenue ce samedi dans la capitale du Béni Mounouché. Au total, 15 clés ont été remises par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali, Mohamed Mustafa Sidibé. La construction des logements sociaux s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental. Un programme qui vise à faciliter l'accès au logement en raison notamment de ses enjeux socio-économiques. Les 15 logements sociaux de Bougouni sont de type F3 Toll, c'est-à-dire un salon, 2 chambres, une toilette, un débarras, un hall et 2 terrasses couvertes. Mohamed Mustafa Sidibé, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali. Les coûts des travaux de construction en hors taxe s'élèvent à 486 786 000 francs CFA. Les travaux de viabilisation réalisés par les entreprises maliennes sont évalués en hors taxe à 335 912 000. Les études et le contrôle ont coûté près de 7 millions. En résumé, le coût général des travaux en hors taxe se chiffre à 486 millions, entièrement financés sur le budget national. Le logement est cédé aux bénéficiaires au prix de 8 millions de francs CFA par unité, soit un total de 120 millions de francs CFA. Le montant de la subvention est de 366 786 000 francs CFA, soit environ 75,35% sans compter les exonérations fiscales et les prix du foncier. À l'image des programmes antérieurs, le remboursement s'étale sur une période de 25 ans sans intérêt, avec des mensualités de 32 167 francs CFA. En tout, il y avait 40 dossiers déposés dans le cadre de ces logements sociaux de Bougouni, dont 15 dossiers ont été retenus. On n'a pas besoin de rappeler la joie des bénéficiaires de ces logements sociaux. Mamadou Kamara, je suis l'un des bénéficiaires. Je suis très content d'avoir ces logements décents. Nous sommes submergés de joie. Et je demande aux bénéficiaires, c'est-à-dire à nous bénéficiaires, d'être assidus pour les paiements de ces logements, afin que d'autres puissent en bénéficier après nous. Moi, c'est Madame Djara Sanata Traoré. Bon, vraiment, hier soir là, je n'ai pas pu même dormir, tellement que ça m'a beaucoup choqué, donc je n'ai pas pu réserver mon sentiment. Qu'est-ce que ça va changer maintenant, une nouvelle maison pour vous? Ça va beaucoup me changer parce que je suis en location. Si je suis chez moi là, ça m'a beaucoup plaisir. Bougouni, c'est désormais 75 logements sociaux. Arunaba, de retour de la cité de Bani Monotier pour Radio Clédou. Là, merci Arunaba. Donc là, nous allons ouvrir maintenant notre série donc de reportages par rapport donc aux malvoyants. Donc grâce à la technologie, la vie devient de plus en plus facile pour les malvoyants. Donc auparavant, il avait du mal à se déplacer librement, voire utiliser un appareil ou un ordinateur. Ces obstacles appartiennent au passé avec l'évolution des nouvelles technologies de la communication. Hassan Diawara. La technologie évolue de plus en plus de nos jours. L'accessibilité des appareils s'améliore peu à peu pour les malvoyants qui s'intéressent au système Android et iOS. Issa Kamara, président de l'Union malienne des aveugles UMAV. Actuellement, une personne frappée de déficience visuelle, que la personne soit non ou malvoyante, peut se servir d'un téléphone, quel qu'en soit le système d'exploitation installé là-dessus, selon que le système d'exploitation soit iPhone qui marche avec iOS, ou que ce soit iPhone qui marche avec Android, des lecteurs d'écran ou encore des synthèses vocales. Donc les opérateurs des téléphones ont pu quand même développer ces logiciels qui font qu'on puisse se servir des téléphones, des ordinateurs et de toute
tout autre appareil, aussi bien que les personnes voyantes, mais les messages qui sont là. J'ai 475 messages non lus, je touche. Voilà, si je rentre dedans avec un double clic, et je vais voir mes messages. Ousmane Kamara Isia qui m'envoie un message. Orange Jeu, commencer 2019 en beauté. La synthèse est un peu rapide, nous on comprend. Bon, tu peux régler la voix comme tu veux. Cependant, le président de l'UMAV demande l'accompagnement de l'État et les partenaires techniques et financiers afin que les personnes atteintes d'handicap visuel puissent travailler correctement comme une personne voyante. Donc l'appel que moi j'ai à lancer, pour que l'État puisse quand même appuyer les personnes en situation de déficience visuelle à avoir des ordinateurs dotés de systèmes vocaux ainsi que des téléphones dotés de systèmes vocaux. Ça facilite la tâche. Avec ce système, j'ai pu garder mon poste de chef de division ressources humaines parce que tout simplement je peux faire la même chose qu'un voyant sur une machine. On va faire une réunion tout de suite. Voilà, j'affiche une page Word vierge et directement je peux faire ma prise de notes comme les voyants. La vie des malvoyants ou des non-voyants devient facile grâce à la nouvelle technologie. Voilà, donc merci pour ce reportage de Assa Diawara. Donc nous allons poursuivre avec cette série dans nos prochaines éditions. Dans la page invitée de ce journal, je le disais tantôt, face à l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Mali, le groupement des ferrailleurs du Mali est en colère et dénonce le décret pris par la direction du commerce et de la concurrence. C'est le secrétaire général du groupement des ferrailleurs du Mali, Chérif Basiliki Aïdara, qui est l'autre invité ce matin. Il est interrogé par Kassim Traoré. Chérif Basiliki Aïdara, bonjour. Oui, bonjour, M. Traoré. Vous êtes le secrétaire général du regroupement des ferrailleurs du Mali. On a appris que vous vous opposez à un arrêté de la direction générale du commerce et de la concurrence par rapport à l'importation du fer au Mali. Qu'est-ce qui explique ce bras de fer? Nous avons appris autant que tous les Maliens, à la nuit du 19 novembre 2018, c'est-à-dire l'année dernière. Et voilà, un arrêté interministériel motivé par deux ministères, c'est-à-dire le ministère du Commerce et de la Concurrence et en amont avec le ministère des Finances, qui ont pris la décision de suspendre provisoirement l'exportation de la ferraille sur toute l'étendue du territoire national. Donc, chose que nous avons contestée dès le départ, parce que la chose remonte depuis 2013. Il y a certaines unités industrielles ici au Mali qui ont saisi la DENI dans un premier temps, voilà, pour interdire l'exportation de la ferraille. Bon, nous avons mené un travail ardent avec le directeur de l'époque qui s'est soldé par un protocole d'accord, mais au finish qui malheureusement les unités industrielles se sont opposées et ils ont refusé de signer. Donc nous avons des témoins au niveau de la DNI, qui est la Direction nationale industrielle. Donc il y a beaucoup de textes à la matière par rapport à votre travail. Est-ce qu'aujourd'hui ces textes ont été violés selon vous? Oui, la violation de ces textes sont très flagrantes. C'est-à-dire le décret numéro 505 portant réglementation de l'exportation, vraiment en ce qui concerne la prohibition des produits destinés à l'export. La ferraille ne figure pas parmi ces matières-là. C'est ce qu'on a souligné à monsieur le directeur général dans un premier temps, à monsieur le ministre du Commerce dans un second temps, pour que vraiment qu'il revienne sur sa décision. Voilà, ils sont dans une erreur. Maintenant, revenir en arrière, c'est pas compliqué. C'est le même problème qu'on a eu en 2016 avec un autre arrêté interdisant, c'est-à-dire suspendant l'exportation de la batterie. Et voilà, le ministre de l'époque, c'est-à-dire de l'environnement, a fait machine en arrière parce qu'elle a compris que voilà, elle était dans l'erreur. L'arrêté a été pris certes, mais nous sommes bientôt à 2 mois d'une souffrance qu'on ne peut pas dire dans votre micro. Voilà, nous souffrons énormément. Comment vous faites pour expliquer cela à vos adhérents? Parce qu'on imagine déjà que vous avez des multiples adhérents qui s'agitent. Oui, comme toujours nous le disons, vraiment d'être des gens sereins. Nous travaillons à la matière, nous sommes dans des pourparlers, mais nous donnons jusqu'au mercredi, c'est-à-dire le mercredi prochain, pour qu'une solution définitive soit prise. Abrogeant l'arrêté, je le dis bien, abrogeant l'arrêté, parce que nous ne voulons pas entendre autre chose que abroger l'arrêté. D'ici mercredi soir, si rien n'est fait dans ce sens-là, nous allons prendre nos initiatives.
Voilà, donc vraiment c'est ce qui n'est pas bon. Initiative, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, nous allons commencer parce que premièrement nous avons envoyé une autorisation de marche, nous avons adressé une autorisation de marche, demande d'autorisation de marche à monsieur le gouverneur, voilà, qui nous a demandé de surseoir. Bon, effectivement, nous l'avons expliqué à nos militants, nous l'avons expliqué à tous les frères du Mali, chose qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi. Nous sommes dans nos droits, c'est vrai, le Mali est présentement l'état d'urgence, c'est vrai, mais on a qu'au pour y aller les dos. Donc, ce qui veut dire que dès mercredi soir, si rien n'est fait, nous allons prendre des initiatives de marcher, de tenir des meetings, des sittings et tout ce qui va dans ce sens-là, mais sans violence, jusqu'à ce que l'arrêté soit abrogé. Avant-hier, jeudi, nous avons mené une visite de terrain à Limafer pour qu'un rapport soit dressé au ministre du Commerce pour que après ce rapport, il puisse prendre une décision. C'est pourquoi nous lui demandons vraiment de bien examiner ce rapport. Ce que nous on a vu à Limafer, parce que c'est la plus grosse société, qui peut-être 95 à 97% de la ferraille du Mali présentement sont destinés à Limafer. Donc vraiment ce que nous on a vu, le stock qu'on a vu, la qualité qu'on a vu, de la manière la séance de travail s'est passée avec les responsables de Limafer, tout porte à croire qu'ils disent qu'ils ne jouent pas franc jeu. Ils ne jouent pas franc jeu avec l'État et avec nous en même temps. Donc nous disons vraiment de se ressaisir. Limafer doit se ressaisir, l'État doit se ressaisir pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite. Sinon vraiment notre dernier recours présentement c'est de manifester notre colère à travers les rues de Bamako et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire malien. Merci beaucoup M. Aïdara. Merci, je vous remercie. Voilà, donc M. Chérif Bassidiki Aïdara, il est le secrétaire général du groupement des ferrailleurs du Mali, interrogé par Kassim Traoré. Il est exactement 7h passées de 21 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez trouver Mariam Kouyaté à 13h pour la seconde session d'information de Clé d'Info. D'ici là, restez avec nous dans un instant. La rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clé d'Info, le journal avec Sotelma Malitel.